Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Questions d'État qui reçoit pour vous des personnalités politiques en bonne place pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Ce soir, nous allons rester focalisés surtout en priorité sur les élections en République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec un membre de la majorité présidentielle, pas des moindres, c'est le porte-parole André-Alain Atundou que j'ai le plaisir de recevoir. Bonsoir. Bonsoir madame. C'est un plaisir de vous recevoir après autant d'années. J'ai cru que vous ne voudriez plus voir ma tête. C'est un réel plaisir. Le plaisir est partagé. De vous voir savez que répondre à cette c'était en invitation. raison de certaines circonstances personnelles à vous que vous n'étiez plus visible Oui. dans l'espace À cause de médiatique. Et donc, maternité. moi, je n'ai aucune responsabilité. C'est toujours avec plaisir que je réfléchis avec vous à haute voix à cette occasion. Merci beaucoup. C'est donc un plaisir ce soir. J'espère que nos téléspectateurs seront édifiés sur plusieurs questions qui le préoccupent. Déjà, comment ça se passe du côté de la majorité présidentielle? Ça va? Ça va très bien. Vous pétez la forme, votre leader avec, Joseph Kabila. Comment ça va? Quel est le climat de la majorité présidentielle? Et d'après vous, comment se porte la République démocratique du Congo? Oh là là, c'est plusieurs questions. La majorité présidentielle se porte bien dans la cohésion, dans la réflexion, dans la critique et surtout dans l'engagement et la loyauté envers l'autorité morale, comme nous disons le président Kabila. Pas envers les idéaux de la nation. Non, non, non. La majorité, c'est un instrument d'abord pour soutenir l'action politique du président Kabila, qui se situe dans les idéaux de la nation, puisque nous ne sommes pas en marge de la Constitution, et que par ailleurs, son plan d'action... L'individu d'abord, les idéaux après. C'est un regroupement. C'est un regroupement politique. Le président, je veux dire même Monsieur Joseph Kabila Kabange, a reçu un mandat du peuple, qui a fait de lui son président. Il a un programme d'action, et pour réaliser cette action, nous, de la majorité, nous sommes engagés à l'accompagner en toute loyauté. Et maintenant que le programme est fini, la majorité présidentielle va continuer... Le programme est terminé? Comment ça? Je disais le mandat, je voulais dire le mandat. Oui, le président Joseph Kabila est arrivé à terme, puisqu'on est déjà hors délai. Est-ce que la majorité présidentielle va continuer à exister? C'est la fidélité ou la loyauté à un homme. Qu'il soit au pouvoir, qu'il ne soit pas au pouvoir, eh bien, c'est le jour où on va dire, on n'est pas hors mandat. Non. Le délai constitutionnel est arrivé à échéance. Mais les responsabilités continuent, compte tenu des dispositions constitutionnelles pertinentes, je crois, 103, 105, 70, des articles... Parce que vous êtes dans les préparatifs des élections, qui aura alternance démocratique... Qui, pour éviter une situation inconfortable pour la République, le vide institutionnel, pour éviter surtout le risque que nous avions vécu avec l'assassinat de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, où pendant 2-3 jours on ne savait pas qui gouvernait, eh bien, dans sa sagesse, même si aujourd'hui certains le régnaient, c'était sous la présidence de M. Mwando Simba, et en tant que président de PAJ, et de M. Olivier Kametatou en tant que président de l'Assemblée, que cette initiative pertinente et bénéfique pour la République a été prise. Alors maintenant, pour des raisons opportunistes, etc., certains veulent le renier, mais ceci n'enlève en rien la pertinence, l'utilité et l'efficacité de cette disposition. La vision de votre leader, c'était par rapport au projet de société qu'il avait pour le RDC. Maintenant que le mandat est arrivé à échéance... Est-ce que le projet est terminé? C'est quelqu'un d'autre qui va continuer. Voilà pourquoi je pense qu'il faut aller au-delà de l'individu. Tant qu'il est homme politique, voilà le sens de la majorité. C'est d'accompagner quelqu'un qui a un projet de société, une vision pour notre pays. Eh bien, la vision, c'est la particularité de l'homme politique, qu'il soit au pouvoir ou pas. Beaucoup ont accompagné Tshisekedi, qui n'est jamais en réalité arrivé à prendre le pouvoir. Mais c'était quand même la vision de l'opposition, c'est la pouvoir. Non, c'est d'abord la vision de Tshisekedi. Souvenez-vous, la vision de Tshisekedi,
Et si vous n'êtes pas d'accord avec Tshisekedi, vous quittez. C'est pas une religion. Ah, donc c'est pareil chez vous, pas de démocratie non, au sein de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est-elle une plateforme démocratique? Nous sommes régis par une charte. Une charte qui a des dispositions fondamentales, dont particulièrement l'article 33 qui dit que nous devons nous engager à œuvrer pour le leadership de l'autorité morale. C'est un peu un parti-État. Non, c'est pas un parti-État. C'est pas version un parti-État. Modernisée. Mais la démocratie est constituée par les partis qui doivent fonctionner par discipline républicaine. C'est-à-dire l'abandon il n'y a pas de liberté sans contrainte, madame. L'autorité morale détient le pouvoir absolu. Nous sommes démocrates André Atundou ne peut pas dire donner aujourd'hui des appréciations tout à fait personnelles de ce qui est là de la politique. Mais les réunions du bureau politique servent à quoi? Les réunions des présidents. Vous avez le droit de vous exprimer? Mais bien sûr, nous avons le droit de nous exprimer. Mais seulement, il ne faut pas toujours céder à la tentation moderne de transparence médiatique, qui sont quelquefois néfastes pour le bon fonctionnement, même de la République. N'est-ce pas? Vous pensez que c'est un danger? La libre expression est un danger pour la République? Ce n'est pas un danger, c'est un instrument performant qu'il faut manier avec adresse. Comme vous savez le faire, vous avez parlé d'opportunistes tout à l'heure, dans le rang de ceux qui sont passés du côté de l'opposition. Non, je n'ai pas parlé de ceux qui sont passés du côté de l'opposition. Je parle de ceux qui sont à l'origine de cette disposition de continuité de l'État et qui aujourd'hui, pour des raisons particulières, qui quitter la majorité pour aller... qui veulent peut-être, qui auraient souhaité que ces dispositions ne fussent pas, eh bien, c'est dommage, on en profite. Mais tout ça, ce sont des byzanteries. Ça n'a pas une espèce d'emprise sur la volonté du peuple. Incidence sur la marche de la nation. On va évoluer. Nous sommes en ce moment 20 ans après l'avènement de l'AFDL. Cette période du mois de mai, on commémore cette entrée de l'AFDL, la chute du pouvoir Mobutu, dont vous aviez fait partie d'ailleurs. Vous étiez dans les arènes du pouvoir à l'époque. Est-ce que ce schéma, finalement, n'a-t-il pas été suicidaire pour la RDC? Quel schéma? La prise du pouvoir par les armes. Non, pourquoi? Aujourd'hui, est-ce qu'on ne passe pas à côté de la démocratie? 20 ans après, c'est-à-dire après les émotions, les déceptions, les frustrations du camp Mobutu, après l'euphorie... Vous êtes un frustré aussi. Après l'euphorie, l'allégresse, la joie du camp Kabila, maintenant nous nous situons dans la réalité des choses, c'est-à-dire la perspective historique de ces événements qui marque la vie de notre nation. Prise du pouvoir par aujourd'hui, nous pouvons dire... Mort de Mouzé Kabila, passation de pouvoir nous pouvons dire qu'aujourd'hui... Deux mandats, après, on en est où? Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Le pays a commencé en 60 à vivre l'indépendance. L'euphorie de l'indépendance s'est terminée en 65 avec le coup d'État de Mobutu. Il a institué un régime autocratique qui a connu un premier coup d'arrêt en 90 avec la démocratisation et qui a connu un arrêt fatal en 97 pour marquer l'avènement du régime kabyle. Mouzé est arrivé, il avait sa vision des choses. Eh bien, il n'a pas eu l'occasion de finaliser cette vision. Il s'est arrêté à la première étape et l'étape suivante a été continuée par celui que ses compagnons ont décidé de le remplacer. En l'occurrence, le général Joseph Kabila Kabange, parce que c'est ce qu'il était alors, et qui a proposé pour la nation un projet de société crédible, le 5 chantiers, ce qui est en réalité une structuration de nos problèmes et de nos besoins afin d'y adjoindre des solutions pour chaque secteur. Et puis, il a donné un coup d'accélérateur par la révolution de la modernité. Qu'est-ce que ça dit par rapport aux 5 chantiers? C'est-à-dire que la préoccupation, depuis lors, est de 3 ordres. Diminuer la pénibilité dans tout ce qu'on fait,
augmenter le confort et améliorer l'environnement. De qui? L'environnement général du pays. La pénibilité, tout ce dont vous parlez a été fait. Pardon? Tout ce dont vous parlez a été fait aujourd'hui? Mais c'est un engagement. C'est un engagement qui se fait. Non, qui se fait. Il est évident. Le mandat de Joseph Kabila. Moi, je ne parle pas de mandat d'abord. Je ne parle pas de mandat. On ne peut exercer le pouvoir que pendant son mandat. Nous parlons de la réalisation. Nous parlons de la réalisation. Exactement. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Mais c'est ça que je vous dis. Il y a eu les 5 chantiers. Qui ont donné quoi? 5 ans après? Qui n'ont rien amené. À vous entendre, les 5 chantiers n'ont rien amené. C'est pas moi de répondre aux questions. Non, mais je réponds d'une façon interrogative. Les 5 chantiers ont eu cet avantage de structurer nos besoins, nos difficultés, bref, nos problèmes en 5 secteurs. À ces 5 secteurs, il y a eu des solutions pertinentes. Après, je crois, 5 ans, le président a senti la nécessité de revigorer par la modernité, la modernisation, si vous voulez. Et quel est l'objectif essentiel de modernisation? En partant de quels acquis? Déjà, j'aimerais bien vous entendre en parler. Bon, sur le plan de l'enseignement, sur le plan du travail, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la sécurité. Mais qu'y a-t-il eu concrètement? Qu'est-ce qu'on devrait... Concrètement, lorsque le régime ou le système Kabila est arrivé au pouvoir, il y avait une segmentation territoriale, politique, gouvernementale et économique du pays. Rébellion RCD, rébellion MLC, rébellion MLC, RCD-KML, des petites rébellions par-ci par-là en Ituri. Bref, la première préoccupation, c'était de réunir le pays, territorialement, économiquement et politiquement. Après, on a assisté au M23, l'ERA, il y a eu beaucoup de mouvements rebelles. Écoutez, la vie d'aucun pays n'est un fleuve tranquille, sans problème. Alors, on peut dire que sur le plan sécuritaire, c'est un échec ou une réussite? C'est une réussite. C'est une réussite, absolument. Mais la sécurité d'un pays n'est pas un droit acquis. Les États-Unis aujourd'hui, est-ce un échec ou une réussite? La France, l'Europe, est-ce un échec ou une réussite? Je ne veux pas m'adosser sur ce cas-là pour nous justifier, mais seulement pour vous permettre d'établir le caractère relatif et précaire de toute sécurité dans un pays. Vous avez évoqué le confort. Aujourd'hui, les Congolais vivent encore moins bien qu'il y a 5 ans. Aujourd'hui, par exemple, on dit... Nous parlons du régime, c'est-à-dire de 1997. Vous avez évoqué vous-même les bienfaits mais ce sont les étapes. Ce sont les étapes. On n'en est pas encore au bien-être. Mais ce sont les étapes. Le bien-être, qu'est-ce à dire? L'environnement. Le bien-être. Dans quel environnement? Le bien-être est un état relatif. Parce que l'homme est un être tendu qui, à partir des acquis, crée des revendications. Ainsi progresse la vie. Vous pensez que les besoins vitaux, c'est des choses relatives? Non. Le besoin vitaux, vous-même vous l'avez dit, on ne peut pas déclarer quelque chose besoin vital et le dire de relatif, parce que c'est le fondement même. Mais le Congolais n'a pas d'eau, n'a pas d'énergie électrique. Sur l'ensemble de la République, bon, je vous donne. Exactement, sur l'ensemble de la République. Ici, à Kisuka, il n'y avait pas de pont. Il y avait une rupture de chasse. Les gens qui habitaient de l'autre côté de la rivière devaient prendre 2 transports. Vous arrivez, vous attendez de l'autre côté, après une certaine heure, vous ne pouvez plus passer. Quels que soient les cas de maladie, le cas de sécurité, pas d'intervention. Ça existe encore dans tous les coins de la République. Excusez-moi. Aujourd'hui, il y a un pont qui réduit le coût du transport. Ça représente quelle portion des besoins des Congolais qui ont le même problème à travers la République? Il y a beaucoup de points, même dans la capitale, qui sont encore enclavés. Madame, à travers la République, il y a des réalisations. Mais il ne faut pas les chercher, il faut les citer aisément. Il serait naïf de croire
qu'on peut terminer. Le Congolais n'est pas naïf, malheureusement. Madame, laissez-moi m'exprimer. Oui, allez-y. Je dis, il serait naïf de croire que sur nos 2 345 000 km², tout est parfait. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'en 1997. Parce que l'autorité de l'État se fait plus sentir. Nous avons une armée mieux organisée, qui n'est pas une armée de maquisards, mais une armée traditionnelle dont les officiers sont passés par les meilleures écoles du monde. Voilà un besoin fondamental. L'autre besoin fondamental, c'est la situation sociale du Congolais. Eh bien, la situation sociale n'est pas satisfaisante, mais elle est meilleure qu'il y a quelque temps. Demandez aux médecins. Combien gagne un médecin? Demandez aux professeurs. Non, combien gagnait-il en 1997? Mais pensez-vous qu'avec le salaire d'un médecin aujourd'hui, il peut vivre aisément? Madame, lorsqu'on gouverne un pays, on ne peut pas se contenter d'un secteur. C'est l'ensemble. Et pour que nous puissions répondre à cette question-là, il faut que tout le pays contribue à augmenter d'abord et à améliorer les recettes de l'État. Comment expliquer à améliorer les services, l'économie du pays, la production économique. Ces recettes qui filent, vous avez vu vous-même, vous assistez à tous ces scandales financiers, cet argent pourrait servir à renflouer justement les salaires des fonctionnaires, etc. C'est une approche naïve des choses, madame. Dans aucun pays au monde, il n'y a pas de fraude. Vous savez que le paradoxe... Vous excusez la fraude. Je n'excuse pas, je vous explique. Le paradoxe du droit, c'est que là où il y a le droit, c'est qu'il y a infraction. Donc, dans les pays dites-vous bien on arrive à mettre la main sur les faussaires et on récupère. Ici aussi. Citez-nous des exemples Mais allez à Makala. Allez à Makala. À Makala, il y a beaucoup de gens qui sont là sans condamnation. Il y a des officiers qui sont à Makala. Incarcérés pour détournement d'argent qui a été incarcérés pour détournement d'argent, pour détournement de munitions de guerre, pour composition avec l'ennemi. On a parlé de Panama Papers, par exemple. Vous avez entendu parler de ce scandale Panama Papers qui reconnaît les différents scandales financiers, placement d'argent à l'étranger. Je suis bien aise. On a parlé est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un paradis fiscal? Un paradis fiscal, non, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne sait pas que le paradis fiscal a une existence légale. Le paradis fiscal appartient à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, et c'est une longue histoire. Il y a quelques années, c'est normal que des dignitaires de ce pays aillent garder leurs fonds ailleurs, alors qu'au Congo, bien entendu, Congolais n'ont pas une redistribution équitable des richesses de la République. Pourquoi il y a eu paradis fiscal? C'était même avant nos indépendances. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait trop de taxes et les économistes ont pensé qu'en évitant les taxes, on pouvait mieux investir. Voilà. En gros, voilà. Alors, est-ce que le Congolais la présence de ces paradis fiscaux? Est-ce que le Congolais lambda a un compte à banque? Est-ce qu'un Congolais lambda a un compte à la BIAC? C'est à nous de nous le dire. Non, je vous pose la question et j'y réponds que non. Alors, ne vivons pas de spéculation. Parce que le monde est ainsi fait qu'aujourd'hui... Certains ont le droit, d'autres non. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, il y a au moins 5 millions d'illettrés en Grande-Bretagne. Parlons de la République. Non. Je vous dis que la République, parce que le Panama Papers, en rapport avec le paradis fiscal, ça ne se trouve pas ici. J'ai évoqué le paradis fiscal en rapport avec la RDC. Chaque pays aménage. Vous voulez excuser ces placements illicites d'argent ailleurs? Je suis en train de vous expliquer le fonctionnement de l'économie internationale. Vous savez qu'ici, chez nous, du temps d'Usaïr, nous avions un paradis fiscal qu'on appelait la zone franche. Et que par certains côtés, ce pays était un paradis fiscal. Alain Tondou, qu'il faut vraiment justifier tout
ces déplacements d'argent alors que le Congolais vit au jour le jour? Je ne justifie rien, je ne justifie rien, je vous explique. Quelles sont les solutions? Je vous explique. Mais si vous voulez connaître les solutions, prenez la peine de lire les 5 chantiers, prenez la peine de comprendre la révolution de la modernité. Il ne faut pas lire des documents pour savoir ayez l'esprit critique pour reconnaître que tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas comme avant. Mais aujourd'hui, pour avoir la situation concrète du Congolais, on n'a pas besoin de lire des documents. Il faut passer dans les hôpitaux. Il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup d'illusions. Pour faire ces enquêtes, il faut être sur le terrain. Par exemple, pour la situation de nos hôpitaux, la responsabilité des médecins est engagée. Parce que souvent, il y a un pouvoir. Parce que souvent, l'État existe. Parce que souvent, ils y détournent ces biens au profit de leur établissement privé. L'État existe. Donc, mais l'État existe. Mais l'État existe. Est-ce que vous concluez à cette démission du pouvoir Madame, est-ce que la législation existe? Est-ce qu'elle est appliquée? La législation existe. Qui devrait appliquer ces textes? La sanction est réservée au pouvoir régalien. Non, les institutions de la République. La République est ainsi gérée qu'il y a un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir exécutif et il y a le chef de l'État qui est le garant. Donc vous pensez que la justice aujourd'hui ne fait pas son travail? Fonctionne. Ne confondez pas la justice. Ne confondez pas la justice avec la turpitude de certains, magistrats. Dans tous les pays du monde, il y a des ripoux dans l'armée, dans la magistrature, dans le gouvernement, etc. Le mal est profond dans les différents secteurs. Dans le monde entier, excusez-moi de vous le dire, le mal est profond. Chez nous, ici, on le voit dès que cela commence, mais là-bas en Europe, on le voit 5 ans, 10 ans après, lorsqu'on n'a plus intérêt que celui-là soit membre de votre parti ou votre partenaire économique. Voilà, donc, ne parlons pas de ces gens-là. Essayons d'analyser, en cette occasion du 17 mai 2017, les avancées qu'il y a eu, la conscience prise par le Congolais de l'unité du pays, parce que c'est grâce au peuple congolais qui a accompagné le chef de l'État dans la réunification de la République qu'aujourd'hui nous avons un seul pays. Nous reconnaissons une seule autorité. Et que tous les débats qui se font sur la durée de mandat, le nombre de mandats, l'autorité de l'État, se font sous la Constitution. Qui est violée à outrance. Madame, en quoi la Constitution est-elle encore excessif quand même. N'ayons pas de mots excessifs. Moi, je suis venu. Ça vous choque? Ça ne me choque pas, mais ça me surprend et ça m'étonne. Mais que dire alors que les élections devraient être pour un pouvoir qui se doit respectueux des textes organisés en 2016. Oui. Là, on est en 2017. Oui, parce que et on est passé parce que de 2011 à 2016, le pays n'a pas vécu comme il devait vivre. Il y a eu des rébellions. Vous venez de parler de réunification, de pacification. Oui. Quelle rébellion est venue entacher l'organisation des élections? Madame, excusez-moi de me référer chaque fois à l'étranger aussi. Non. Si, je vous le dois et je dois à vos téléspectateurs parce que vous estimez que ce qui se passe ici. Pourquoi les élections n'ont pas eu lieu? Mais je vous explique. Je vous explique qu'il y a eu la rébellion de M23 qui a détruit les kits, qui a volé les kits, qui a détruit les infrastructures, qui a été protégé par des pays voisins, etc. Parce que, voyez-vous, pour qu'il y ait la paix chez vous, il faut que vos voisins y contribuent. Pour que la paix existe, pour que la situation des Basques ne soit plus un problème pour la France et l'Espagne, ils ont dû s'entendre. La RDC va continuer à pleurnicher nous ne pleurnichons pas. Mais quand est-ce que vous allez être responsable dernièrement, les élections? Dernièrement, le ministre, je crois, c'est le général Kaloumé, le président de NS, qui a rappelé qu'en matière de sécurité, tous les pays voisins n'ont pas répondu à leur signature, n'ont pas honoré leur signature. C'est ce qui explique l'absence des élections. Notamment et fondamentalement. N'en déplaise que
certains voudraient exploiter cela. C'est une situation plutôt confortable pour vous. Pour qui? Certains, pour qui? Je parle du pouvoir en place, vous êtes là en tant que porte-parole. Si c'était confortable, on n'aurait pas à se donner toute cette peine d'aller à Ibiza pour demander aux gens de dialoguer. C'est des manœuvres politiciennes. Ce n'est pas de manœuvres politiciennes. En votre volonté de bien faire les choses. Madame, la vie en société et le débat que nous avons suppose la bonne foi de part et d'autre. On peut parler des élections. Oui, bien sûr. Pourquoi on n'a pas d'élections aujourd'hui? Je vous l'ai dit, parce que les circonstances du dernier mandat n'ont pas permis que les élections se tinssent en temps voulu. Voilà. Et je vous rappelle, la rébellion M23 et les méfaits qui perdurent jusqu'aujourd'hui. Ce que vous dites, est-ce que ça va entraîner qu'il n'y ait pas d'élection on a une échéance. Nous avons déjà dépassé ce stade. Voilà. Et le président de la République, en tant qu'institution, s'est engagé à œuvrer utilement et avantageusement pour que les conditions soient réunies pour que les élections se tiennnent à la date voulue par les hommes politiques. Qu'est-ce qui garantit la population aujourd'hui de la bonne volonté du chef de l'État? En décembre 2016, il ne s'est rien passé puisque le chef de l'État est encore en place, évidemment, parce que les élections n'ont pas encore eu lieu. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre qui, pour beaucoup, est foulé aux pieds puisque le gouvernement Tchibala n'y répond pas aujourd'hui. Mais pourtant, le gouvernement appelé à organiser les élections. Nous sommes au mois de mai. Nous avons théoriquement 7 mois pour arriver aux échéances électorales. Toujours pas de candidat annoncé du côté de la majorité présidentielle et on s'avance comme ça en manœuvre politique. Pourquoi seulement du côté de la majorité présidentielle? Je vous dis d'abord à ce propos mais ça devrait rassurer que personne aujourd'hui, au moment où vous me posez la question, personne n'est candidat aux élections présidentielles. Il y a des prétendants. Parce que pour se déclarer candidat, il faut avoir rempli les conditions données par la CENI. Aujourd'hui, personne n'a rempli ces conditions. Et nous avons connu dans notre pays, nous avons connu dans ce pays, notre pays, des candidats à faire valoir, qui, en dernière minute, vous disent, bah, écoutez, je ne peux pas me présenter parce que la caution est de 100 000, comment est-ce que... Oui, mais voilà. Il faut quand même l'annoncer. Vous aimez citer les pays... Non, on n'annonce pas, ça c'est de la liberté, ça c'est de la liberté de chacun. On va prendre l'exemple des États-Unis, bien longtemps avant les élections, au moins une année avant, on connaissait les potentiels candidats. Pourquoi ce n'est pas le cas en RDC? Et surtout... Mais vous ne connaissez pas les potentiels candidats? La majorité présidentielle. Vous avez vous-même dit que personne ne s'est déclaré. Pourquoi de la majorité? Mais parce que ça rassure, ça permet à l'opinion de se faire une vision plus ou moins claire du candidat. Personne ne peut prétendre aujourd'hui être candidat à la présidence de la République. Mais au moins, ils ont déclaré leurs ambitions. Quelles sont les ambitions de la majorité? Madame, les ambitions de la majorité, je veux vous le dire. Les ambitions de la majorité, je veux vous le dire. C'est gagner les élections à tous les niveaux. Avec quel candidat? Les provinciales. Mais aujourd'hui, bon, posez-moi, pour la ville de Kinshasa, nous avons quel candidat? Non, c'est que, madame, vous êtes en déphasage avec la population. Moi, j'ai été à Lissala, j'ai été au Katanga. Ce qui intéresse les gens, c'est que l'autorité de l'État soit exercée par les proches. L'autorité de la proximité. À la présidence de la République. Non, madame. Ça, c'est la vue d'esprit de ceux qui veulent spéculer, qui ne veulent pas s'occuper du vrai problème du peuple. Mais c'est une question banale. Non, c'est une question importante. Mais plus essentielle, c'est dans la vie dans la rue, la vie dans le quartier, qui est garantie par l'autorité communale. Cette autorité-là exerce l'autorité de l'État plus que... est aussi importante. Mais ça se construit. Le leadership, ça se construit. Quel est le candidat de la majorité présidentielle? Pourquoi ne voulez-vous pas répondre à cette question? Parce que la Constitution ne m'oblige pas, sauf 90 jours avant. C'est tout. Si ça vous empêche de dormir, prenez votre mal à patience jusqu'à cette date. L'opinion de l'opinion de qui? L'opinion de qui? L'opinion de Congolais. L'opinion de Congolais doit s'accommoder de la liberté
d'expression qui est prescrit par la Constitution. Pourquoi ne pas répondre à cette préoccupation qui paraît importante? Mais on va y répondre, attends. On va répondre. Aujourd'hui, il faut d'abord que ce soit la veille, que ce soit 90 jours avant les élections. Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi donner pas une vision, mais pourquoi pas, une orientation à la population. Pourquoi pas? Aujourd'hui, tous ceux qui se déclarent candidats président, qui prétendent, n'est-ce pas, être candidat président de la République. Est-ce que le fait d'être candidat, c'est le plus important pour le peuple? C'est le programme. On ne connaît pas le programme. Le seul programme qu'on connaisse, Kabila doit partir, il a fait 2 mandats, et le jour où Kabila va partir, vous avez dit, bon, écoutez, laissez-moi vous expliquer que j'ai besoin de X années supplémentaires, parce que Kabila n'a pas laissé... Non, donnez maintenant les preuves au peuple par un programme. Expliquez au peuple que vous ne cherchez pas, vous n'avez pas comme seule ambition, vous n'avez pas comme seule ambition, au-delà que je m'y mette. Ça, c'est un mal profond, c'est une tare. Mais cela pense aussi que les 5 chantiers, la révolution de la modernité, ont été des slogans creux. Ceux dont vous parlez, qui n'ont visiblement aucun programme, pensent que les 5 chantiers et la révolution de la modernité ont été des slogans creux. Je vous ai démontré sur le plan de l'enseignement. Hein, sur le plan de l'enseignement, nous avons l'ENA, nous avons des jeunes gens qui sont engagés dans les ministères des Finances, nous avons une bourse d'excellence. Le taux de chômage est tombé de combien? Je ne sais pas, je ne suis pas au gouvernement. Il faut demander. Non, je ne défends pas aveuglement. Oui, ça veut dire. Et donc, ça veut dire que vous, qui posez la question, vous connaissez. C'est à vous de me répondre. Non, vous avez certainement les dernières statistiques. Je ne suis pas venu ici. Je n'ai pas envie d'être en déphasage, c'est votre programme. Madame, ayons un débat constructif. Ayons un pensez que sans chiffres, un débat constructif. D'abord, la saisie des chiffres est sujette à caution. Parce que notre instrument de saisie, notamment les statistiques, ne sont pas performants. Tout simplement. Je vous rappelle l'histoire. Lorsque le Fonds monétaire, la Banque mondiale régnait en maître, dans ce pays, à l'époque du Zaïre, le Congo était un pays inexistant, d'après les chiffres. Et pourtant, les gens mangeaient, les gens produisaient. Mais tout ce que les gens mangeaient et produisaient n'était pas pris en compte. Eh bien, la situation ne s'est pas notablement améliorée. Aujourd'hui, non, on doit améliorer la saisie des chiffres. On doit améliorer. Mais nous tous, parce qu'il y va de la responsabilité de tous. Les institutions doivent mettre en place les lois et veiller à leur application. Et les citoyens doivent faire montre de civisme. Civisme fiscal. Pourquoi on a parlé de civisme fiscal? Parce que les Congolais ont cru qu'ils vont augmenter les recettes du pays en fraudant. Et le gouverneur de la ville a rappelé qu'il faut faire si vous voulez que le pays, les institutions, que les institutions vous aident. Malsain dans lequel vivent, si on veut parler de la ville de Kinshasa, les Kinois aujourd'hui. Oui. Vous pensez que c'est un manque de fiscalité qui est à la base pourquoi nous vivons dans cette situation de défi permanent? C'est parce que c'est une question de redevabilité, en fait. Non, parce que... Il y a une question de redevabilité. Parce que le Quinois ne fait pas sa part de responsabilité. Je vous donne un cas, la SNEL. Est-ce que la SNEL connaît aujourd'hui... Pourquoi vous passez à un autre secteur alors qu'on n'a pas fini avec la ville de Kinshasa? Mais c'est dans la ville de Kinshasa. Laissez-moi vous donner le cas de la SNEL dans la ville de Kinshasa. Est-ce que la SNEL connaît le nombre d'abonnés ou d'utilisateurs réels? Les utilisateurs réels du courant sont de loin supérieurs au nombre d'abonnés. Est-ce la faute aux faussaires ou est-ce la faute Non, nous sommes en train d'expliquer au fur et à mesure. Nous sommes en train d'expliquer. Je vous dis que le Quinois n'a pas fait sa part de responsabilité. La responsabilité revient au Quinois. La responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Ici, on n'est pas venu se dédouaner. Nous sommes venus expliquer. Le Quinois doit savoir qu'il est responsable. Le pouvoir tient à partager ses responsabilités avec parce que le pouvoir n'est pas un pouvoir autocratique. À quoi ça le sert pouvoir n'est pas le pouvoir n'est pas un exercice solitaire des responsabilités.
lorsqu'on dit qu'il ne faut pas voler, il n'y a pas que le policier. Les victimes aussi peuvent dénoncer. Voilà pourquoi j'ai dit, le pouvoir n'est pas un exercice solitaire. C'est un exercice solidaire des responsabilités. Alors, on va revenir aux élections. Aujourd'hui, le gouvernement Tchibala est mis en place, investi, il faut le dire. La cérémonie a lieu aura lieu tout à l'heure, justement, après cet enregistrement d'ailleurs. Mais beaucoup pensent aujourd'hui, certains observateurs, je ne dirais pas beaucoup, certains observateurs, notamment du côté de l'opposition, qui est resté... Ils ne sont pas observateurs, ils sont acteurs. Je parle des observateurs, ça veut dire... Oui, parce que vous dites certains observateurs du côté de l'opposition, ce sont des acteurs. Les opposants, qui sont des acteurs politiques, estiment que ce gouvernement Tchibala foule aux pieds l'accord de la Saint-Sylvestre. Je le disais tantôt. Alors, après la Constitution qui n'a pas été respectée, pas d'élection en temps voulu, l'accord de la Saint-Sylvestre qui est mis de côté, à quoi va-t-on arriver? La Constitution a été... D'abord, tout le monde a pris l'engagement, que ce soit à la Cité de l'Union africaine, que ce soit au centre interdiocésain, de respecter la Constitution globalement et intégralement. Non seulement de respecter, mais de veiller. Ce n'est pas là que excusez-moi quand même que je continue, que je réponde à votre question. C'est une démarche. Une réponse est un processus. Donc, si vous m'arrêtez au premier pas, vous n'aurez pas le sens de ma réponse. Donc, nous avons d'abord commencé par nous engager à respecter et à œuvrer pour le respect. N'est-ce pas? Deuxièmement, nous avons dit que, à partir dès lors, l'accord du 18 octobre et plus tard, l'accord du 31 décembre est un instrument dont nous devons tenir compte pour exécuter nos devoirs de l'État. Comment a-t-on tenu compte de cela? Aucune disposition de ces deux accords ne va contre la Constitution. Parce que la Constitution est une loi fondatrice et fondamentale. Aucune disposition ne va contre. Et si d'aventure il y en a, eh bien c'est nul non avenu. Deuxièmement, dans le choix des institutions, comme le gouvernement, il y avait une condition. C'est qu'il faut consulter le rassemblement opposition à qui était attribué le rôle de choisir un Premier ministre. Il faut le consulter et sur base de ce rassemblement, de candidats donnés par ce rassemblement, le président pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire. Pourquoi ce choix d'un membre du rassemblement qui a été éjecté? Pardon? Bruno Tchibala a été éjecté du rassemblement. Comment peut-on expliquer aujourd'hui qu'il soit Premier ministre de la République? On ne quitte pas une organisation politique par un coup de tête ou une saute d'humeur d'un responsable. C'est écrit, c'est écrit. Je n'explique pas. C'est une explication générale pour toute organisation. Pour toute organisation. Aujourd'hui, vous pouvez manquer à la déontologie de votre métier. Et le président provincial dit, Madame Gaëlle, de maintenant, vous ne faites plus partie du corps journalistique de Kinshasa. Ce n'est pas pour autant que sa parole va donner effet. C'est l'écrit qui va donner effet à ses paroles. Retour au Donc contrat. Vous estimez aujourd'hui que Bruno Tchibala est membre du rassemblement qui dit pourtant le contraire. Absolument. Et le rassemblement a plus. Le rassemblement a plusieurs courants aujourd'hui. Il y a un courant de débauché de la majorité présidentielle. Pensez-vous que c'est le bon courant? Je vous l'accorde, tout comme il y a un courant de débauché de l'opposition qui s'appelle G7 de l'autre côté. Donc n'entrons pas dans ce débat-là. Ça, c'est de l'enfantillage. Vous pensez que de part et d'autre, il y a des vrais faux? Il n'y a pas de débauché. L'engagement politique est un engagement personnel. Le combat politique, c'est un engagement personnel en fonction de ses convictions et de ses engagements. Voilà. Monsieur Tchibala n'est pas seul.
Djibala n'est pas seul. Il est avec des personnalités, mais qui ne font plus partie du rassemblement. Mais qui a décidé qu'il ne ferait plus partie du rassemblement? Le directoire du rassemblement. Le directoire qui s'est réuni quand? Je m'interroge. Je fais de la critique historique. Je vient d'une autre famille politique. Mais c'est vous qui m'obligez. C'est vous qui m'obligez. C'est vous qui m'obligez. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui la latitude de contester les dires du rassemblement, alors qu'aujourd'hui ils ont déclaré clairement que Bruno Tshibala... Le rassemblement c'est qui? Le rassemblement c'est qui? Monsieur Bruno Tshibala est le porte-parole officiel. Je crois que c'est la seule personne de tous ces gens-là qui aujourd'hui ont pris la dépouille du rassemblement, si j'ai pu ainsi m'exprimer. Il n'y a que Bruno Tshibala qui a des responsabilités connues. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ça sera un Premier ministre avec la trempe qu'il faut? Quand on regarde, par exemple, la désignation des différents ministres, aujourd'hui, les principaux ministères, les ministères régaliens, n'ont pas connu d'entrée de ce rassemblement que vous dites légal. Madame, des ministères un peu permettez-moi de vous expliquer le mécanisme d'attribution des responsabilités. Il y a 4 postes de souveraineté qui relèvent de la discrétion, du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et les autres, on se les partage. La discrétion, c'est-à-dire... Là, on est quand même pendant une période assez particulière. On n'est pas dans une période particulière. On est dans une gestion normale de notre État. Où l'exécutif, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas au-dessus de la Constitution. Constitution déjà violée. Par qui? Par qui? Dites-moi. Non, dites-moi par qui la Constitution a été violée. Vous connaissez les auteurs de la violation de cette Constitution? Non, il faut me donner les noms. On n'a pas organisé les élections, c'est à vous de nous le dire. Madame. Qui devait organiser les élections? C'est la CENI. Voilà, donc à votre avis, c'est la CENI qui a violé la Constitution? Non, je vous explique, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Pourquoi la CENI n'a pas pu organiser les élections? Vous allez encore me reprocher de connaître ce qui se passe ailleurs. Bon, encore que tout le monde doit savoir de par ma formation et par le fait que tout le monde doit savoir tout le monde, tout ce qui se passe ailleurs, eh bien, la CENI n'a pas pu organiser les élections pour 2 raisons fondamentales. Le problème de sécurité, je vous ai parlé de la rébellion, de la destruction des infrastructures, etc., le vol des kits, etc., et la défaillance de tout. Excusez-moi de vous. Oui, sinon les autres ne comprendront jamais. Que vous puissiez enchaîner avec ce qui va arriver dans cette... Non, je dois enchaîner avec mon raisonnement pour qu'on comprenne le sens de ma réponse. Exact. Hein, je vous dis, la première chose, c'était le problème sécuritaire. Le MV7, le M23, n'est-ce pas, qui ont détruit les infrastructures, qui ont volé, qui ont pillé, qui ont utilisé les cartes, qui ont vendu les cartes des lecteurs, etc. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est la défaillance des fournisseurs, disons des financiers. Le gouvernement n'a pas rempli complètement son rôle, même s'il a donné 30, 40, 50%. Les partenaires internationaux n'ont pas été présents. Et même nous, les citoyens. Parce qu'il y a des citoyens qui ont empêché à d'autres de chercher des moyens pour participer à l'organisation. Quant à la tenue des élections d'ici fin 2017. Pour être honnête avec vous, laissons d'abord le comité national de suivi de l'accord s'installer, parce qu'il est prévu dans l'accord une disposition selon laquelle c'est au gouvernement de la République, au comité national de suivi et à la CENI de se réunir, je crois, chaque 2 mois pour évaluer le processus électoral et nous déterminer si, au rythme actuel, nous allons pouvoir organiser les élections en novembre. Mais en ce qui nous concerne, nous de la majorité, nous croyons fermement que ceci est possible. En tout cas,
nous ne voulons pas être surpris. Voilà pourquoi nous avons une centrale électorale. Voilà pourquoi cette centrale se déploie dans toute la République. Voilà pourquoi dans ces centrales, dans les représentations de province, nous avons des points focaux. En tout cas, nous travaillons pour qu'à aucun moment nous soyons surpris par une décision quelconque. André Alain Toundou, est-il vrai que la majorité programme un référendum? La majorité ne programme. Notamment changer les articles verrouillés de la Constitution. Nous avons pris. Non. Que dit l'accord? L'accord dit en cette matière que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire dont fait partie la majorité, ne peut prendre une initiative de référendum et de révision ou de changement de constitution. Ça, c'est l'engagement des parties prenantes. Ce sera respecté, pas de référendum, plutôt cap vers les élections? En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est cap sur les élections. Le référendum, ce n'est pas une préoccupation pour la majorité. Aujourd'hui, nous nous préparons aux élections. Que dit l'accord? L'accord donne 2 objectifs à tout gouvernement. 1, organiser les élections. 2, veiller à la situation sécuritaire et sociale des populations. Donc, la sécurité et la situation sociale de la population sont des conditions pour que les élections se tiennent dans des conditions, dans une ambiance acceptable. Voilà pourquoi ce gouvernement devra travailler pour que la situation au Kasaï se normalise le plus vite possible, encore que déjà il y a des résultats remarquables, mais il faut qu'il y ait la paix sociale et la paix sur l'ensemble du territoire avant la période des élections, pendant les élections et après les élections. C'est un engagement. Et je vous dis que la paix, c'est un défi de tous les jours. La paix. C'est un défi pour l'ensemble du peuple congolais. Ces institutions, oui, mais les brigands viennent de la population. Parce qu'au départ, il y a eu défaillance quelque part. Vous n'allez pas accuser vainement la population, ce n'est pas gratuit. Non, je n'accuse pas. Je n'accuse pas la population. J'essaie de vous expliquer et de mettre chacun devant ses responsabilités. Alors aujourd'hui, on va terminer par là parce qu'on a quelques minutes de la fin. L'opposition accuse la majorité de s'acharner sur elle aujourd'hui. On a parlé de s'acharner sur l'opposition. En quoi faisant? Opposants politiques qui sont vus. On va citer par exemple Moïse Katumbi Tchapwe qui est prétendant, vous m'avez bien entendu, qui est prétendant à la présidence de la République, mais qui ne peut plus mettre les pieds pratiquement en République démocratique du Congo. Il a l'air de vous faire peur. Nous avons Diomi Ndongala par exemple, nous avons Muyambo qui ne peuvent pas accéder à des soins médicaux. Est-ce que la majorité présidentielle n'est pas en train justement de fuir les élections, n'a pas peur de ses opposants? L'UDPS ne peut même pas enterrer son leader en toute quiété. Il y a tout autant de questions sur cet acharnement politique. Qu'est-ce qui se passe? Il ne s'agit pas d'un acharnement politique, c'est la conséquence de notre engagement, nous tous, de respecter la Constitution, de vivre sous l'emprise de l'État de droit. Lorsque M. Katumbi a des problèmes, des conflits avec un privé, et que ce conflit aboutit à un jugement de justice, pour beaucoup aujourd'hui, c'est un procès politique. Non, c'est pas un procès politique, madame. Dites-moi, en quoi vous pensez que c'est un procès politique? Ce n'est pas moi qui le pense. Non, parce que ça m'étonne. Ce n'est pas un procès politique. Est-ce que Moïse Katumbi ne vous fait pas peur? Pas du tout. Parce que le président a eu à affronter des leaders beaucoup plus charismatiques, je vais dire, beaucoup plus importants, n'est-ce pas, dans des circonstances difficiles. Mais bien sûr, il n'est pas charismatique. Non. Moïse Katumbi n'est pas un leader charismatique, excusez-moi de le dire. Non. Tshisekedi était un leader charismatique.
Ça, tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, vous l'acceptez non, qu'il est mort. Depuis Mobutu jusqu'à sa mort, tout le monde reconnaît que Tshisekedi est un leader charismatique. Attention, il reviendra vous hanter, il ne faut pas parler de lui après sa mort. Non, pourquoi pas? Alors que pendant toute sa vie, vous êtes acharné sur lui. Si le fantôme de Tshisekedi doit hanter quelqu'un, ce sont les partisans, ses amis de G7 et de l'UDPS qui ne veulent pas l'enterrer dans des conditions de dignité. Si ces candidats de l'opposition... donc, je vous expliquais que monsieur Katumbi, bien sûr, revient, il aura à faire face à la décision de la justice. Pour contrer sa candidature. Non, pas pour contrer sa candidature. Il a commis son forfait avant. Aujourd'hui, les sondages... Donc, ça n'a rien à voir. Les réunions politiques ne sont pas des réunions des syndicats destinées à se laver mutuellement sur le dos du peuple. Vous parlez de qui, là? De nous tous, les hommes politiques. Nous ne pouvons pas nous réunir pour dire nous pardonnons et que le peuple subisse le sort qui est le sien, pourvu que nous puissions encore profiter. Pensez, vous tous, puisque vous citez de manière générale toutes les familles politiques, vous êtes excusables devant le peuple, il y aura des sanctions, le peuple est lucide. Les sanctions du peuple existent. C'est pour cela que les élections, c'est le moment où le peuple doit sanctionner. Le référendum, c'est le moment où le peuple doit... encore, hein. Comment? Qui a interdit au peuple congolais d'aller au référendum? En tout cas, il n'attend que ça. Mais qui prennent l'initiative? Qui n'attendent pas de la majorité? Qui prennent l'initiative? Non, si le peuple congolais estime que le référendum est une solution, qui prennent l'initiative? On ne parle pas de référendum. Non, vous avez dit que le peuple congolais n'attend que ça pour aller au référendum. N'attend que les élections. Oui, mais nous y allons. Nous sommes engagés et nous y œuvrons. Voilà. Hein? On va conclure cette émission. Ça sera peut-être votre dernier mot en direction de tous les téléspectateurs qui vous auront suivi, ce mot d'espoir qu'ils attendent, notamment en faveur des élections, et puis une conclusion. Il ne faut pas avoir peur de connaître la réalité et d'exercer ses droits. La réalité, c'est ce que nous avons essayé d'évoquer ici. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans la classe politique, tous les prétendants dirigeants de notre pays, il n'y a que le président Kabila qui a au moins un programme qui a évolué. 5 chantiers, modernité, émergence. Les autres, oui, révolution de la modernité et émergence économique. Les autres, j'allais dire que c'est vraiment comme une loufoquerie argumentative. Il verse dans la prestidigitation pour essayer d'épater ceux qui ne sont pas au courant des faits, mais en réalité, ils ne sont pas préparés à assumer les responsabilités. Voilà pourquoi ils craignent tant que le peuple congolais puisse utiliser son droit au référendum. Ils craignent. Mais pourquoi non, le référendum, le peuple congolais, c'est son droit. Nous, les hommes politiques, nous avons dit... C'est pas une nécessité, nous, les hommes politiques... c'est les élections. Non, ce n'est pas à nous de décider. Si le peuple décide, il y a une autorité de validation. C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Si le peuple estime, il ira et le bureau de... Bon, donc, voilà. Alors, ce qu'il nous faut éviter pour notre pays, notre démocratie, c'est d'être une république et une démocratie des crédules. Une démocratie... Est-ce qu'on est encore une démocratie? Une démocratie. Non. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'on est, non. D'abord, la démocratie est un concept qui doit transpirer, qui doit se matérialiser dans les systèmes démocratiques de gouvernement. Dans les systèmes de gouvernement. C'est ça. C'est ainsi que la démocratie en France n'est pas la démocratie en Belgique ni aux États-Unis. Donc, cessons d'être des démocrates crédules qui pensent que l'herbe du voisin est toujours plus verte que la nôtre, et donc le voisin a raison. Aujourd'hui, le combat, ils doivent comprendre le sens du combat du président Kabila.
c'est il lutte pour l'émancipation de la pensée démocratique dans notre pays, pour que la souveraineté de notre pays soit une réalité vécue. Et qu'en tant que garant, il ne peut permettre ni à un acteur étranger, ni à un acteur intérieur de ravir au peuple ce droit qui fait de lui le patron de ce pays et de tous les acteurs politiques. Merci André Atundou Liongo, vous étiez bien dans votre rôle de porte-parole de la majorité présidentielle. Une fois de plus, c'était un réel plaisir de vous recevoir ce soir. J'espère que les téléspectateurs de Questions d'État ont été autant édifiés sur les différentes questions qui les préoccupent. Je dirais merci également à la grande équipe qui a été avec moi, mais également au cadre magnifique qui nous reçoit toutes les semaines pour l'enregistrement de notre émission, la Villa Camia. Merci à Maman Véron Kwebe, à Déli et toute son équipe. Je vous retrouve très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Excellente soirée chez vous, excellente journée, ça dépendra de l'heure à laquelle vous aurez suivi cette émission. Au revoir.